bienvenue à notre troisième épisode du podcast Le Spot où on jase de géomatique en prenant un verre. Et d'ailleurs, cette semaine, on n'a pas lésiné sur la qualité. On est allé avec un petit Bowmore 18 ans. Et d'ailleurs, on n'a pas non plus lésiné avec la qualité de notre invité cette semaine. Donc, cette semaine, on reçoit Luc Vaillancourt de chez Balise. Et donc, qui va venir nous parler un petit peu de son parcours entrepreneurial dans le monde de la géomatique. Un parcours assez intéressant et dans le fond, est-ce que tu veux commencer et nous jaser de ça? Premièrement, merci pour l'invitation. C'est très sympathique. Je trouve déjà ce que vous faites intéressant. Je suis content aussi d'être un troisième. Ça vous a permis de vous pratiquer 2 fois avant, mais c'était déjà très bien. Je vous dis, je suis déjà un fan. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je suis aussi pour la première fois au DJ Hub à Shawinigan. Donc, première visite aussi. Donc, c'est cool de vous rencontrer. Donc, pour revenir un peu sur mon cas, moi, ça fait 27-28 ans que je suis en géomatique. Je suis un géographe de l'Université Laval qui a gradué en 1993. Et lors de mes années d'études, j'étais un portier qui avait beaucoup de plaisir à l'université. Et j'ai rencontré lors de mes études mon associé de l'époque qui nous a permis, avec notre idée ensemble, de fonder Corem. À Québec. À Québec, okay. Exact. Je suis basé à Québec. Donc, à l'époque, ça s'appelait le groupe Corem. Juste quelques mots sur l'origine du nom Corem. C'est ma mère qui m'avait acheté un dictionnaire de géographie du géographe Roger Brunet, en français. Puis à la page des C, il y avait le mot Chorem ou Corem, C-H-O-R-E, accent grave et E. Puis un Corem, ça veut dire synthétiser sur une carte un message. Donc, pas overloader une carte, mais la synthétiser. Donc, on trouvait que c'était un mot cool, Corem. On a changé l'orthographe, puis ça a fait un nom de 5 lettres. J'aime les noms de 5 lettres, pour Balise un peu plus tard, mais donc, Corem, exact, qui a commencé en décembre 93. OK. Ah oui, OK. C'était quand même... Dès la sortie des études. Là. Exact. En fait, on avait participé, mon associé et moi, à un concours de cartographie de l'Association québécoise de cartographie qui s'appelait Carto-Québec. Le concours a permis d'avoir plusieurs catégories, collégiales, universitaires, professionnelles. Nous, on avait fait une carte sur l'évolution de la population dans les MRC du Québec. Et là, quand on parle de cartes à cette époque-là, on parle de quel logiciel? C'est bon, c'était fait avec un SIG. Je crois à l'époque c'était peut-être Atlas.js ou Atlas Pro, qui était un prédécesseur au logiciel desktop bureautique, MapInfo professionnel ou ArcView. Mais à l'époque, on a fait une carte imprimée sur le poster pour le gagner dans la catégorie universitaire lors d'un congrès à Rimouski, je pense. Toutes les occasions étaient là de bien fêter ou arroser toutes circonstances. Donc cette fois-là, c'était gagner un concours de cartographie. Puis on se croyait super bon. Techniquement, on pense qu'on l'était. Ça nous a permis d'oser partir en affaires. Okay. Quand tu as 21 ans, partir en affaires, puis que tu restes chez ta mère, c'est très facile parce qu'il y a zéro obligation ou pression. En fait, notre paye, on l'a bu longtemps. Donc, partir en affaires, comme on peut dire, eyes wide shut. Ouais. On ne savait pas ce qui nous attendait, on faisait juste y aller. Donc, carrément en 93. Puis est-ce que parce que là, j'imagine, tu sais, les clients en cartographie, on est quand même à des niveaux institutionnels, là, voir arriver des gars de 21 ans qui viennent nous vendre de la cartographie. Est-ce que ça passait ou... Il faut donner le crédit au département de géographie de l'Université Laval, qui à l'époque n'était pas encore fusionné avec géomatique et foresterie, peu importe. Donc moi, mon bac, c'était écrit baccalauréat SR. Mais le laboratoire de cartographie, à l'époque, dont Yves Brousseau était le responsable, toujours un professeur très sympathique, Yves Brousseau de l'Université Laval. On lui dit bonjour. Oui, effectivement, Yves. Donc ça brassait un petit peu. Il y avait quelques entreprises ou le privé qui poquaient l'université pour savoir s'il y avait des possibilités de faire de la cartographie. Donc,
mon associé de l'époque, qui était très bon en Macintosh, a commencé à faire des belles cartes. Ensuite, il y a eu beaucoup plus tard un autre joueur dans Corem, Antonio Silva, qu'on salue aussi, qui était très fort en Macintosh aussi. Donc, ça a commencé avec des mandats de cartographie d'édition pour l'impression. Faire des cartes d'Atlas, des cartes de l'édition québécoise du Larousse. On a fait une autre carte pour l'Association des musées du Québec, puis on a gagné un autre concours un petit peu plus tard, un Pixel d'or. C'était un peu les Oscars du monde du graphisme. Là. Donc, une autre belle carte imprimée en plusieurs milliers de copies. Donc, de la belle cartographie, c'était ça Corem au début, mais moi, j'étais plus PC, plus statistique, plus SIG. Okay. Et étant assistant de cours en Atlas Pro, Atlas JS, puis un peu plus tard en MapInfo Pro, j'étais, je pense, un bon utilisateur de MapInfo. Donc, on peut dire que Corem est aussi né avec une deuxième branche qui était très MapInfo. Et beaucoup analyse spatiale ou... C'est un gros mot, on pourrait dire géostatistique. Hein? Le slogan de MapInfo, c'était « Put your data on a map ». Puis c'était vraiment ça. Donc, nous, la naissance de Corem, c'était face à l'establishment de géomatique de ArcInfo sur Station Sun. Donc, pour faire un vecteur avec du SRI à l'époque, il fallait déjà un investissement de 20-25 000. Une Station Sun qui est un logiciel très cher. Tandis que MapInfo professionnel, il y avait une édition Mac et une édition PC, ça coûtait à peine 2 000 $, puis tu pouvais faire de la belle cartographie. Okay. Donc, dès le début des années 90, avec Corem, il s'est créé un univers de géomatique socio-économique. Okay. Donc, historiquement, ce que ça a montré, c'est qu'on a eu le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, des joueurs comme Bell, la Banque nationale, des joueurs très géomatique, mais plus de données de gestion que de la géomatique territoriale. Est-ce que tu as l'impression que c'est un petit peu... Parce que là, si on amène ça aujourd'hui, Corem est quand même très installé dans le GeoBI, j'ai l'impression. Oui. Est-ce que tu penses que c'est les racines viennent un petit peu de là? On pourrait dire que Corem, on va le voir un peu pivoter peut-être au moins 2 fois et demi, là, okay. Parce que en commençant Corem, on ne savait pas ce qu'on faisait. Cartographie d'édition, MapInfo. En 1996, lors d'un congrès à Gatineau, on a rencontré un vendeur du logiciel MapInfo qui était à Ottawa. Puis nous, on était tout impressionnés de voir un kiosque avec le logo de MapInfo. Donc, en parlant de cet individu-là, qui s'appelle Patrick Fitzgerald, Patrick est très comique d'ailleurs, il travaille avec les gens de MapGears maintenant, le monde est petit. On est devenu revendeur par personne interposée des logiciels MapInfo. Donc, 3 ans après la création de Corem, on est devenu vendeur de MapInfo non officiellement. Mais le ministère des Transports, le ministère des Affaires municipales, Hydro-Québec, c'était des gros clients de licence MapInfo. Puis ça a biffé up un peu cette branche-là. Et je le remercierai toujours, un certain M. Bergeron, d'une DT du ministère des Transports de Québec, direction territoriale, m'a demandé de créer 3 cours pour MapInfo. Okay. Puis il a mis ces 3 cours-là, introduction à MapInfo, analyse spatiale avec MapInfo, cartographie thématique avec MapInfo, puis il y en avait un 4e plus tard, la numérisation avec MapInfo. Il a mis ça dans l'intranet, puis dans les 4 années suivantes, on a formé 680 fonctionnaires du ministère des Transports sur le logiciel MapInfo. Mais là, quand tu parles de formation, tu parles d'un PDF, pas des vidéos, pas des... Non, c'est que je me rendais à Chicoutimi, à Montréal, à toutes les semaines, à Québec, partout au Québec, okay. Et j'avais 10, 8 ou 12 employés du MTQ qui suivaient un cours. En tout, puis moi, on n'a pas vendu 680 licences de MapInfo. Il faut croire qu'il y a eu une époque où les fonctionnaires, dans l'intranet, s'achetaient de la formation. Ça ne veut pas dire que ça ne l'intéressait pas, mais c'était certainement pas tous des utilisateurs. Donc, le MTQ a été un gros client de Corem, tant d'un côté licence MapInfo, mais aussi formation MapInfo. Puis c'est juste dans les années 2000, en l'an 2000, qu'on a décidé de devenir MapInfo, un partenaire MapInfo officiellement. C'est-à-dire, arrêter d'être derrière le gars d'Ottawa et se présenter directement à MapInfo. Okay. J'ouvre une parenthèse. Quand on est devenu partenaire MapInfo, on avait 2 idées derrière la tête. Il fallait que MapInfo nous connaisse parce qu'on générait des centaines de milliers de dollars en vente de logiciels. Donc, il fallait qu'ils sachent que c'était pas Ottawa qui était hot, c'était les joueurs de Québec. Mais la vraie raison, c'est qu'on avait fait une plateforme,
un peu comme le mot va me revenir. Ça va me revenir. MapQuest. En fait, non, c'est web. Comment ça s'appelle? La firme de Vancouver qui fait un logiciel, un framework autour d'Esri, là, c'est comme pour créer des cartes. Ça va me revenir. Donc, nous, on avait fait un framework pour publier des cartes MapInfo en quelques minutes sur le web, en utilisant leur moteur de cartographie, qui s'appelait MapExtreme. Donc, on a fait un back-office où est-ce qu'il était possible pour un utilisateur MapInfo de pointer son workspace, puis automatiquement, on allait chercher les tables qu'il fallait, on gardait le style, puis on créait une carte dynamique en ligne. L'usager, au passage, gérait qui pouvait avoir accès à ça, puis choisissait parmi une trentaine de boutons quel bouton avait rapport d'être dans cette application-là. On était quand même avant-gardiste en 99-2000 quand on a fait ça, donc devenir partenaire de MapInfo, c'était avoir audience devant les joueurs pour leur montrer notre technologie. Cette technologie-là nous a permis en 2001 d'avoir une première ronde de financement d'$1 million en 2001, d'avoir une deuxième ronde de financement d'$1 million en 2002 et de ne pas avoir une troisième ronde d'1,6 million en 2003. Et ça, c'était pas beaucoup de notre faute, c'était plutôt le représentant de l'institution financière qui avait peut-être moins bien fait ses devoirs que nous. Elle s'est fait dire non en pleine séance d'acceptation pour se faire dire est-ce que le Québec veut encore investir dans les technologies? On parle de 2003, là, après un certain crash. Est-ce que vous avez déjà les bons partenaires? C'est-à-dire que les partenaires que vous avez déjà peuvent continuer à mettre de l'argent. Ça, c'était les 2 premiers millions. Puis la troisième raison, il y avait raison, ils sont peut-être un peu dépendants de MapInfo. Donc, des 3 raisons, une était la nôtre, les 2 autres étaient l'environnement économique de l'époque. Donc, on était 27 ce jour-là, quand on s'est fait dire non, on a dû mettre à pied 7 personnes, se retrousser les manches, si tu veux, puis continuer à pousser le web mapping qu'on offrait à l'époque. Puis à cette époque-là, vous avez un produit, mais vous êtes toujours dans une optique de service ou vous êtes plus orienté de produit? C'est une bonne question parce que c'est peut-être une des raisons silencieuses de mon départ. Moi, j'étais peut-être plus produit. Okay. Mon associé qui faisait aussi la comptabilité au quotidien avec la firme comptable avait peut-être la plus vraie vérité des chiffres devant lui, puis il voulait répondre à plus d'appels d'offres et faire plus de services. Donc, si on revient sur la notion de dualité service et produit, c'est typique de commencer une entreprise de service et d'être satisfait, idéalement content des payes qu'on reçoit pour le travail qu'on remet. Ça, c'est une bonne ferme de service. Quand tu te rends compte que ce que tu te fais demander commence à se ressembler, puis qu'il y a du repeat business, tu commences à vouloir cristalliser ou isoler des composantes ou des produits. Et là, tu commences à rêver, tu as le droit, parce que tu es en affaires, tu as le droit de rêver. Tout le monde a le droit de rêver, ceux qui sont en affaires, on fait un pas de plus. Bravo. Donc, tu te dis, je voudrais un produit, puis je rêve à la scalability, l'effet multiplicateur d'en vendre peut-être plusieurs fois. C'est très CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, j'espère. Sauf que la réalité, c'est que tu en vendras moins que tu penses. Tu vas en vendre, mais moins que tu penses. Ce qui fait que tu dois maintenir tes services. En maintenant tes services, puis en ayant tes rêves de produits, si tu es patient, ça peut marcher. Si tu es pressé, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Tu vas être, soit que tu vas bâcler tes services ou traîner ou ne pas livrer, mais si tu décides de mettre un bon focus puis une excellence dans tes services, ça se peut que c'est le produit qui en souffre. Ton roadmap, tes délais sont repoussés parce que c'est pas grave. J'ouvre une petite parenthèse, excuse-moi, c'est qu'au Québec, on se retrouve à avoir trop peu de compagnies de produits parce qu'au Québec, le financement est rare. Et parce que le financement est rare, les compagnies trop longtemps font du produit et du service. Pire, ils ne naissent pas produits. En Californie, ou le rêve américain, quand il est bien financé, on dit que tu peux être born digital puis born global. Quand tu es né numérique puis né mondial, c'est que dans ta tête, c'est pas l'hommerie qui va être l'interface avec la clientèle, c'est ta plateforme, c'est ta technologie.
c'est un des enjeux, tu sais, j'ai l'impression dans tout ce qui est digital au Québec, tu sais, il n'y a pas cette logique-là de venture capitaliste qu'on peut voir dans la Silicon Valley, tu sais, ou même, je dirais, dans la Silicon Valley, il y a comme une espèce de logique de tes employés sont aussi des investisseurs et donc on arrive un peu avec du capital de risque. En tout cas, j'ai l'impression que le capital de risque est plus facile à lever là-bas. Est-ce que c'est un peu la vision que tu as? Ici, il y a beaucoup de capital, mais pas de risque. Ah, exact. Parce que tu peux te faire critiquer, et je me suis fait critiquer en masse. Tu présentes des états financiers, il va trouver que c'est pas assez ambitieux. Tu présentes d'autres états financiers, il va trouver ça trop ambitieux. En fait, le capital de risque prend peu de risques parce qu'il va s'appuyer sur ton succès. Hein? On appelle ça la traction. Si tu as de la traction dans le marché, tes preuves sont faites, tu vas commencer à avoir de l'argent. Sauf que c'est l'œuf ou la poule. Pour avoir de la traction dans le marché, il faut avoir du focus. Le focus, c'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est renoncer à faire des services et c'est focusser sur des produits. Donc, il n'y a quasiment pas de solution que de faire rapidement des bons produits s'il n'y a pas de financement. Puis au Québec, le manque de capital de risque est compensé par des programmes de subvention ou d'aide à l'innovation drôlement, je ne dirais pas drôlement gérés parce que les gens sont de bonne foi, mais il y a plus d'argent dans le système qui prête de l'argent qu'il y a d'argent pour les entreprises. Donc, ils ont mis plus d'argent dans la tuyauterie que d'eau dans le tuyau. Puis quand tu regardes toute l'administration qu'il faut pour répondre à une demande de subvention, puis gérer les preuves de dépenses de subvention, le nombre d'heures que tu passes dans ça aurait quasiment été mieux investi dans le produit ou dans les services que tu sais payants. Ouais. Puis là, on retombe à l'œuf ou à la poule. Le système est un peu mal fait, pour ne pas dire malade. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans le fond, dans tout ça, une espèce de volonté d'orienter le développement? Parce que je veux dire, c'est des capitaux publics souvent, ou il y a une volonté d'orienter vers des éléments qui répondent à ça. Je pense par exemple au programme du MEI. Là. On le voit, là, il y a des programmes en intelligence artificielle, valorisation des données ouvertes, etc. Mais une volonté de faire. C'est que le gouvernement oriente un peu finalement l'argent. Le gouvernement, avec ses programmes, agit un peu comme un chasseur-cueilleur. C'est-à-dire, il agit un peu comme un travailleur qui investit dans le travail. Je vais me reprendre. L'innovation, c'est overrated. L'innovation technologique, c'est overrated. Parce que ce qui compte au bout de la ligne, c'est le succès commercial. Tu pourrais copier les Chinois et avoir un succès commercial. Es-tu plus heureux que quelqu'un qui a inventé une merveille invendue? Est-ce que tu es mieux de vendre quelque chose que tu importes de Chine pour faire du commerce ou tu es mieux d'inventer de quoi d'impopulaire? Mm-hmm. Et actuellement, les programmes ne font que subventionner l'invention et l'innovation sans savoir si elle sera populaire, vendue, vendable et attendue. Donc, il y a un problème de facto dans le financement de la R&D, c'est qu'une entreprise connaît différentes phases dans sa vie. Oui, au début, elle a besoin d'argent pour engager des bons programmeurs, mais rapidement, elle devrait avoir besoin d'argent pour engager des bons marketeurs, des bons vendeurs. Et ça, il y a zéro programme pour ça. Et lorsqu'il existe un programme pour avoir des bons marketeurs ou vendeurs, bien, il faut que ce soit fait en anglais, pour que ce soit hors Québec si tu veux de l'argent du Québec. Puis il faut que ce soit hors Canada si tu veux l'argent du Canada, parce que le succès commercial, c'est certainement en exportation, alors que tu n'as pas encore fait une scène soit au Québec, soit au Canada. Donc, quand il y a du financement en marketing et vente, c'est pour aller plus loin que tu voudrais. C'est que des fois, il faut que tu fakes. Aller loin, mais tu le fais pour ici. C'est attention, il ne faut pas enregistrer ça. Donc, peu de financement en commercialisation, puis trop de financement en innovation. L'innovation est souvent overrated. Puis une fois que tu réussis en innovation, tu te fais acheter ou vendre par un Américain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de culture de la commercialisation, de la vente, du marketing, du développement des affaires.
trop peu sont experts là-dedans, puis beaucoup innovent, mais c'est débalancé. Puis, ok, intéressant. C'est pour ça que je te félicite de faire un blog, puis de votre présence sur les médias sociaux, parce que toute proportion gardée, ça devrait être exactement le ratio que vous y mettez. En termes de marketing versus... Oui, tu serais 50, il faudrait que tu fasses 25 fois plus de marketing. Tu comprends? C'est une question d'équilibre. C'est s'investir dans le faire savoir, passer pour, autant que dans le faire. Faire sans que personne ne sache, ça ne sert à rien. Non, exact. Si on revient un petit peu à ton cursus, là, sur quoi on était parti initialement. Donc là on est en 2000... Il y a un lien. Donc, 2003, on se fait dire non, on s'en brosse les manches, on est 20, on repart la machine un peu à vendre. On devient MapInfo Québec, en fait, distributeur exclusif des produits MapInfo au Québec. On a une belle relation à MapInfo. On fait des ventes incroyables au NYPD, à Mars, à ESPN. Ils nous amènent dans des comptes incroyables parce que, dans le fond, ils ne pouvaient pas y aller avec leur moteur très aride. Ils pouvaient y aller avec notre carrosserie et leur moteur très fonctionnel. Moi, je suis parti entre autres parce que MapInfo aurait dû nous acheter en 2001, en 2002, en 2004. Puis il y avait toujours des bonnes raisons de ne pas le faire. Moi, je pense que MapInfo avait un syndrome en interne de not invented here. C'est-à-dire que les gens très techniques n'étaient pas très enclins à acheter des choses de l'extérieur si ce n'était pas inventé ou fait par eux. Donc, le CTO George Moon, je le cale là-dessus. Là. Il parle un peu français, mais s'il pouvait écouter ça. En fait, c'était un empêcheur de tourner en rond parce que je crois que MapInfo, dans les années 2000, avait une belle présence. Dominait en Australie, dominait en Angleterre, puis dominait au Québec. C'était 3 anomalies géographiques parce qu'il y a des bons partenaires, parce qu'il y avait une bonne clientèle. Parce que présentement, on a quand même vu un petit déclin au niveau de MapInfo au Québec. Exact. En 2006, à peu près, MapInfo a été acheté par Pitney Bowes. Vous connaissez Pitney Bowes, c'est très machine timbreuse et toute la logique d'affaires est autour de poster des choses. Gestion de liste d'adresses, gestion du destinataire, qualité d'une adresse, cleaning d'une adresse. Donc, une efficacité de reach postal. Est-ce que c'est à peu près... Parce que je suis pas mal sûr... Nous, on est des géomaticiens de nouvelle génération. As-tu déjà fait du MapInfo? Non, MapInfo, il faut dire, tu nous parles d'avoir diplômé depuis les années 90, j'apprenais encore à écrire. On va dire qu'on n'est pas quand même la même génération, mais effectivement que c'est complètement en dehors du radar de ma génération. Parce que, tu sais, à l'Université Laval, puis à l'Université de Sherbrooke... Tu as parlé d'une hégémonie qui s'appelle SCI. Oui, exact. En fait, nous, ça a fait vraiment notre pain puis notre beurre ce clash entre Esri et MapInfo dans les années 90 parce qu'on laisserait le monde municipal, de la foresterie et des ressources naturelles à Esri. Puis on gagnait en popularité dans le web mapping et dans la géomatique socio-économique que j'appelle, celle qui n'est pas sur le territoire, mais plutôt sur les statistiques. Abonnés, clients, compétition, prestataires de services, d'aide sociale, peu importe c'était quoi le thème. J'ai fait de la cartographie pour le ministre Cochon quand il était au ministère de l'Éducation. Indice d'alphabétisation, c'était toutes sortes de cartographie socio-économique très intéressantes. Puis MapInfo s'est mis à focusser sur les télécoms, parce que 40% de leurs revenus provenaient des compagnies de télécoms aux États-Unis. Puis ont délaissé le marché horizontal de la géomatique en allant de moins en moins au chaud. Donc, ils ont baissé un peu en aura géomatique, sauf au Québec, en Australie et en Angleterre. Et quand ils ont été achetés en 2006 par Pitney Bowes, la marque a totalement disparu. Pour moi, le plus beau nom de produit, c'est MapInfo. Pour moi, c'est obvious. Mais là, il semble faire un petit retour. Il a été revendu à SyncSort, qui a été racheté par Precisely. Puis Precisely, c'est un logo mauve. Puis là, ils ont plein de logiciels en Location Intelligence, dont la famille MapInfo. C'est une marque diluée. Puis c'est un fiasco branding, parce que MapInfo avait un bon branding. Puis c'est juste dommage. Ouais. Mais si on revient à janvier 2004, en fait, c'est au retour de la période des fêtes, on a, mon associé de l'époque et moi, convenu d'une sortie.
On appelle ça un shotgun, non pas écrit mais oral. Un shotgun oral, quand tu es à 50-50, tu fais une offre, puis l'autre peut accepter ou offrir $1 de plus, puis c'est l'autre qui sort. Donc l'offre doit être raisonnable, parce que si elle n'est pas raisonnable, puis tu dis une pièce de plus, c'est toi qui sors. Ça fait que c'est nécessairement une offre raisonnable. Ouais. C'est ça qu'il y a de beau dans le close shotgun, c'est une offre raisonnable. Donc il m'a proposé ça, puis j'ai viré ça. En fait, il dit, pour faire du changement, je sortirais. Puis en un dixième de seconde, je dis non, c'est moi qui sors. Ça a juste été ça. Ça a pris 5 minutes, puis c'était la fin. Je suis sorti de Corem sur papier en juillet 2004, mais en concret en février 2004, parce que ma deuxième fille naissait à ce moment-là, puis ça correspondait assez bien. Donc, puis c'était beaucoup lié à un peu, je sais pas si on peut appeler ça, mais l'échec du produit ou... Ben, moi j'ai accepté de partir parce que j'avais une impression de 3 prises au bâton que MapInfo. MapInfo me fâchait, puis j'avais l'impression que notre plan aurait dû marcher. Okay. Mais j'avais un deuxième plan, ouvrir un bureau à Toronto, puis faire notre carrosserie sur Oracle Spatial. Okay. Au lieu de faire notre carrosserie juste pour MapExtreme de MapInfo. On avait pensé le faire aussi pour GeoServer ou MapServer. GeoServer n'était pas vraiment né ou populaire à l'époque, c'était MapServer. Puis nous, l'open source, ça ne nous branchait absolument pas. Okay. Surtout les profils d'acheteurs. En fait, on y reviendra parce que j'ai goûté aussi à l'open source. Donc, j'ai quitté MapInfo. On peut dire que la différence était, je voulais plus produit, peut-être que lui voulait plus des revenus sûrs et certains en service. Okay. Il m'en a jamais parlé avant, donc je ne suis pas sûr que c'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une clause symbolique de non-concurrence en géomatique pendant 2 ans. Okay. Donc, j'ai rien fait pendant 14 mois. Ça, c'est pas une bonne idée, parce que ça coûte cher. Je fais beaucoup de motos. Après ça, j'ai travaillé 1 an comme VP vente marketing. C'est un type qui a l'air bien, mais on était 14. C'était un manufacturier de motoneige qui s'appelait Snowhawk. Okay. Le Snowhawk, c'était une motoneige à un seul ski. Donc, il achetait des fourches de moto, un ski seulement, une chenille plus étroite. Ça ressemblait à une grosse moto ou à un gros jet ski. Puis c'était le Snowhawk. Donc, c'était super intéressant. Ça ressemblait à l'enduro ou au motocross que je faisais. Donc, j'étais un peu 4 saisons. Mais cette compagnie-là avait beaucoup de difficultés. Le monde du manufacturier, power sport, hivernal est très pointu. Beaucoup de respect. Mais je suis sorti après 1 an, après mon symbolique 2 ans de non-géomatique, pour fonder Balise. Là, on arrive à Balise. Okay. Balise, c'était moi et seulement moi, non programmeur, donc je pouvais être que consultant auprès de villes ou ministères pour offrir mes services. Et connaissant les fondateurs et l'éditeur principal de Direction Magazine aux États, je suis allé les voir pour leur offrir de faire une version francophone de Direction Magazine. Okay. Chose qu'on a fait. Donc, j'ai été l'éditeur de Direction Magazine quelques mois en 2007. Mais c'était tellement un concept épuisant et non payant que j'ai décidé que si c'était non payant, mais tout de même épuisant, j'allais le faire sous ma marque. Donc, j'ai déçu mon partenaire en lui disant que je laissais tomber et j'ai lancé Balise Média. Okay. Je me suis dit, tant que ce ne soit pas payant, ou tant que ce soit au profit de Balise, c'est qu'il y avait Balise Conseil puis il y avait Balise Média. Okay. Donc, pendant 3 ou 4 ans, j'avais 2 employés, Nathalie qui est rendue au ministère des Ressources naturelles, David qui s'occupait de mon CMS, Drupal à l'époque. Donc, l'objectif, c'était d'écrire des articles, avoir un site web et une plateforme avec des press releases, bien sûr des communiqués de presse, des blog posts, j'appelais ça des brèves, des articles de fond, puis à tous les trimestres, je faisais un sommaire de ce qui se passait dans l'industrie. Okay. Donc, très lu en France, j'avais une bonne base de email avec le CRM de Corem que j'ai Cvas avant de partir, donc j'avais une bonne base de email pour lancer Balise Média. Et j'ai rapidement augmenté mon lectorat en France, puis j'ai été invité souvent à donner des conférences ou à animer des débats en France, les congrès d'Estrie à Versailles ou à CIG Pyrénées, justement dans les Pyrénées. Je suis allé à Imagina 3D à Monaco. Donc j'ai voyagé sur le bras, ça a l'air bien, ça a l'air prétentieux de le dire, mais ça ne l'est pas. Pourquoi ça ne l'est pas? Parce que c'était pas payant. Tu es gargarisé par le fait que tu es invité, toutes dépenses payées, 3, 4 ou 5 jours en Europe. Quand tu reviens, tu te dis finalement, c'était quoi ma paye? Il n'y avait pas l'argent pour te payer ou tu n'es pas assez renommé pour avoir une double paye. Frais, paye. C'est frais. J'en revenais, j'étais là. C'était le fun, mais c'est pas payant. C'est que le modèle d'affaires des médias francophones spécialisés, je vous le confirme, c'est pas payant.
Hey, c'est-tu évident aujourd'hui? Fait qu'on on se part pas On se parle un pas média, de magazine francophone spécialisé. Par contre, plusieurs plus, beaucoup appris sur les médias sociaux, la logique du web, le fonctionnement, la communication. Parce qu'à l'époque, on n'est pas encore dans l'univers des médias sociaux tout acabit. Pas autant, mais tu sais, LinkedIn avait 2-3 ans, puis les médias sociaux, Twitter, tout ça, ça commençait. Ça là, commence un petit peu. mais pas autant qu'on pense. C'était très mailing list, MailChimp, Drupal, puis on y va avec ça. Puis quand même, tu suis tes stats dans Google Analytics. Ça existait déjà. Ouais, ça faisait 13-14 ans, mais donc j'ai été beaucoup là-dedans au début. Un beau lectorat, j'ai connu du monde. C'est là que j'ai rencontré mon associé de ma 3e compagnie, Thierry Badard, de l'Université Laval, professeur français au département de géomatique, qui, regardant les conditions des équipes de travail en place, s'est dit « Je vais me faire des cellules de développement en me distinguant, je vais utiliser de l'open source. » Donc, il a utilisé un stack de BI, Business Intelligence Open Source, qui s'appelle Pentao. Pentao Kettle, qui est un ETL, avec des chiffres et des lettres, un outil d'extract, transform and load de data. Un serveur de cube de données, OLAP, Online Analytical Process, qui est le pendant au LTP, qui est du transactionnel. Le SQL est transactionnel, puis le MTX, je m'en souviens plus Thierry, il y a un langage équivalent dans le langage cubique là, pour interroger des données dans un cube. OK. Ça va me revenir. Donc, OLAP, cube, base de données, tabulaire. Là, si on fait la différence entre le cube et le cube, c'était les ancêtres du BI. C'est qu'un gros data warehouse de BI, c'est que quelqu'un a formulé des cubes. Et un cube, c'est que tu prends la donnée puis tu fais autant de repeats qu'il faut. Exemple, les étudiants à l'examen du ministère en mathématiques, tu as une table de faits, étudiants, résultats, mathématiques. Là, tu fais des cubes. Tu fais des sommes par étudiant, des sommes par date, des sommes par note. Tu doubles beaucoup l'info. Okay. Mais quand c'est le temps de pivoter, de faire des graphiques puis des tableaux, c'est hyper rapide. C'est comme les tables sont préfaites. C'est que tu pivotes d'une dimension à l'autre, puis rapidement, tu obtiens les résultats. Okay. Donc, c'est le fun en navigation-analyse, mais c'est très exigeant en préparation de la donnée. Ça, ce concept-là, il a beaucoup évolué et même quasiment disparu au profit du big data, du NoSQL, donc la donnée non structurée, en disant base-toi pas, ou du columnar database, base-toi pas à tout préparer d'avance, sois plutôt puissant en requêtage. Fait que nous, on a lancé du GeoBI avec une compagnie qui s'appelait Spatialytics, Spatial Analytics, en 2009, fondée sur un stack open source en BI, pimpé avec des stéroïdes géomatiques, avec des librairies connues en géomatique, là, que ce soit GDAL ou Toolbox, GTool, toutes sortes de librairies de calcul géométrique en Java. Puis on a fait un stack. Donc notre approche, c'était d'avoir de l'open source gratuit puis de l'open source commercial. L'open source commercial, c'est à soit du support commercial et ou un ease of use, ease of deployment, ça veut dire des installateurs, des interfaces plus fun, des modules. Ce qui est un peu la logique, là, ce qui était un peu la logique, par exemple, de Boundless à l'époque. Oui, pour la petite histoire, on est devenu le premier partenaire de Boundless. Parce que moi, je les connaissais bien, donc Paul et tout ça, puis je les ai convaincus de répéter l'expérience que j'avais connue avec MapInfo Québec, avec le premier partenaire, à l'époque ça s'appelait OpenGeo, avant Boundless, le stack OpenGeo, SQL, PostgreSQL, GeoServer, OpenLayers, QGIS. Ben, QGIS, il était un peu en marge à l'époque. Ben, il était installé dans le... Mais plus tard, mais tu as raison, tu as absolument raison. D'ailleurs, ça leur prenait un JS, puis ça a été QGIS. On a fait une tentative, puis finalement, mea culpa, j'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs dans ma vie, celle-là, c'en était une. J'ai investi dans l'open source, non pas parce que c'est une mauvaise idée technologique, c'est une bonne idée technologique d'investir dans l'open source. Mon erreur, c'était d'investir dans la promotion et le marketing de l'open source. Tu vois-tu la nuance? Ouais. Tu peux aimer l'open source, mais l'aimer puis le promouvoir, quitte à imprimer des t-shirts puis aller dans des shows, il y a une limite. Puis on jouait la game open source, puis ça a coûté cher pour rien. Est-ce que tu dirais,
tu travailles en open source, mais tu ne marketes pas nécessairement l'open source? C'est un peu ça. En fait, beaucoup de préjugés dans ce que je veux dire, mais les gens qui utilisent l'open source, ils sont débrouillards, tous, et une fois sur deux, ils n'ont pas de scène. S'ils n'ont pas une scène, c'est leur seule façon d'utiliser de la techno et d'innover. Respect. S'ils ont de l'argent, c'est parce que leur boss ne veut pas et ils ne le savent pas encore, donc ils le font en cachette. S'ils ont de l'argent et ils sont débrouillards, soit leur boss est ouvert et il veut, soit il ne veut pas puis il va dire tu vas choisir dans du SP, tu vas choisir dans du Autodesk, du Intergraph, du Oracle Spatial. Mais pourquoi de l'open source? Il y a des trous de sécurité, il n'y aura plus de support, tu sais, tous les vieux préjugés. C'est que dans le fond, moi, j'ai fait l'erreur de me fier à un crowd de débrouillards open source, sachant maintenant qu'ils n'ont pas les moyens ou le droit de dépenser. Donc, pourquoi j'ai arrosé en marketing des gens sans moyens? Ça me fait tellement penser à une conférence que j'avais vue sur la vente, dans laquelle il disait un client, c'est deux choses, c'est toujours ces deux choses-là. C'est quelqu'un qui a un besoin et c'est quelqu'un qui a de l'argent. Ouais. C'est pas quelqu'un qui a un besoin et pas d'argent, c'est pas un client, ça. Et c'est pas quelqu'un qui a de l'argent et pas de besoin. Exact. Moi, j'appelle ça la matrice. Là. Il faut toujours viser le 2 en 2, puis dans le 1 en 2, il y en a toujours un moins pire que l'autre. T'es mieux de vendre à quelqu'un qui a de l'argent quelque chose qui n'a pas de besoin. Qui n'a pas vendre de quoi de merveilleux. Je l'ai dit tantôt, mais on se rejoint. C'est excellent. Et là, je m'en voulais parce que j'ai dit, je suis tombé dans la trap de l'open source, d'essayer de plaire à une communauté open source. Une question à ce sujet-là, est-ce que tu considères que c'est une anomalie? Est-ce qu'il y a des entreprises qui arrivent à avoir un modèle d'affaires uniquement basé sur l'open source? Quand tu regardes, si tu parlais de Postgres tantôt, Enterprise, ils font que ça. C'est excellent ce que tu dis là, puis on dirait que l'entrevue est pimpée tellement c'est excellent ce que tu dis, parce que ce que j'allais dire, c'est que ce que Thierry Badard a initié à l'Université Laval, c'était un début de rocket science. C'était quand même innovant. Tu remarqueras que ce qui devient open source et populaire, c'est souvent le niveau de la mer qui monte. On appelle ça une commodité. Un operating system, Linux, une base de données, un CMS, un CRM, un ERP, tous les logiciels qui sont évidents d'avoir. Une suite Office, LibreOffice, OpenOffice, Ant ERP qui est un mini ERP, Sugar CRM qui est un CRM. C'est que, dans le fond, dès que quelque chose c'est du passé, l'open source monte, domine et ça devient un numbers game. L'objectif, c'est de, parmi 1000 intéressés, tu espères qu'un va t'appeler pour acheter une formation. Parmi 2000 intéressés, tu espères qu'un va t'appeler pour acheter une licence commerciale. Donc, tu joues sur le numbers game, puis tu récoltes les petits extrêmes qui ont de l'argent. Nous, on n'avait pas le numbers game, puis on n'était pas dans les commodités, on était dans l'innovation. Quel mauvais mélange d'être innovant et open source en même temps. Et en plus, dépenser le peu d'argent que tu as en marketing. Donc, je pourrais écrire un livre sur les erreurs de Specialtyx. Par contre, ça fait partie de ma couenne, ça fait partie de mon héritage. Thierry, c'est le meilleur programmeur que j'ai jamais connu de toute ma vie. C'est une machine hands-on, très fort, très brillant. L'Université Laval est chanceux de l'avoir. Donc, Thierry, celle-là, c'était spécial dédicace en français. On le sait. Mais tout ça pour dire qu'on a pivoté. Avant de mourir puis avant d'abandonner, on a créé ma 4e compagnie, qui est un spin-off de Specialtyx, qui s'appelle Ecumen. Vous vous souvenez de Corée avec un K, ça s'écrivait différemment. Ecumen, ça s'écrit E-C-O-U-M-E, accent grave. Ecumen. Là, j'ai mis Ecumen, pas de E, avec un K. Ça veut dire zone peuplée, zone économique, zone occupée. Donc, l'Ecumen, parce qu'on a pivoté Specialtyx avec des outils BI open source ou GeoBI open source, trop peu cher pour des gens trop débrouillards, pas d'argent, donc mauvais modèle d'affaires. On avait pivoté pour faire du SaaS, du vrai SaaS, à 6 à 12 000 $ par année pour le géomarketing. Okay. Donc, dans le fond, tu t'abonnais à cette plateforme-là, puis on mettait en couche tes points de vente, tes compétiteurs, les données de Statistique Canada pour avoir un sandwich d'informations socio-économiques. Donc là, on a une base de données préétablie qui file... Il y a une base de données qui est à moitié préétablie, c'est les données de démographie, parce qu'elles sont connues.
puis à moitié inconnu, parce que c'est le client qui amène ses données. Le client amène ses données de point de vente, ses données de vente, puis on peut aller scraper le web pour prendre des données de compétiteurs. Donc, 2 compagnies de bois franc connues au Québec qui se connaissent, mais qui ne savent pas nécessairement qu'on a travaillé pour un et pour l'autre. On a scrapé le site web de un pour avoir la liste des commerçants qui vendaient le produit de un. On a fait avec 5 autres marques, on a fait 5 couches de points, des milliers de points en Amérique du Nord. Ça, c'était le paysage des vendeurs de bois franc. Puis on prenait son propre réseau, puis on disait voici où tu es et ils ne sont pas, et voici où ils sont et tu es pas. Où sont les ventes? Où sont les demandes de permis de construction? Où est la démographie? Où est-ce que ça bouge? Où est-ce que tu devrais te concentrer tes efforts? Là, on a commencé à analyser les chiffres de vente. Pourquoi tu ne vends plus beaucoup dans la région de Seattle, Washington? Ah, là, notre distributeur est plus très réactif. Là, on essaie de travailler en direct. Mais tu vois que ça affecte tes ventes. Moi, je ne la connaissais pas, cette histoire-là, mais je t'ai quand même pointé le problème. Tu sais, c'était la géomatique socio-économique, géomarketing. Ouais, exact. Mais, pourquoi ça n'a pas... On était un petit peu fatigué de Specialtyx. Ecumen, il y avait peu de sièges sociaux à Montréal, il était plutôt à Toronto, à Chicago, à New York. De Québec City, être en géomarketing, c'était pas nécessairement facile. Puis quand on trouvait une belle compagnie, elle aimait ce qu'elle voyait, mais était un peu gratteuse sur le temps d'intégration des données. On a parlé tantôt à l'arrivée, le temps de scripting ou d'ETL, FME ou autre, que tu dois mettre pour donner de l'amour aux données pour les rendre utilisables, c'est du temps insoupçonné. C'est beaucoup de travail. Ben, ça me fait penser à mon cours d'information géographique de l'université où est-ce qu'on me disait, à la base, ça n'existe pas une base de données sans erreur. C'est la chose. N'importe qui doit travailler en données sait qu'il y a des erreurs en base de données. Puis avoue que quand on la cartographie, on les voit aussi facilement, les erreurs. Tu fais une couple de cartes thématiques par classe où tu regardes géographiquement, tu vois les erreurs. C'est que ça parle. C'est que finalement, ce qu'on aurait dû peut-être vendre 40 ou 50 000 $, on le vendait peut-être 20 ou 22. C'était le fun, mais le repeat, il venait pas assez vite. Puis on revient tantôt au focus produits et services. Mm-hmm. Donc j'ai eu plus d'échecs que de succès. Je considère que Corem c'est un succès parce que je suis sorti avec une belle entreprise, une belle équipe qui a pris ma relève. Puis Corem est très respectable, c'est une réussite. Fait 16 ans sans moi, très bien. Mais il y a trop peu de Corem. Il y a peu d'entreprises de cet âge-là qui ont bien vieilli, qui ont maturé, qui approchent ou qui dépassent le 80 employés. C'est plus qu'un lifestyle business, un beau bureau aux États. Mais des entreprises de géomatique à plus de 90-100 employés au Québec? Ben, en fait, non. Les meilleures années de DMR devenu Fujitsu, les meilleures années, il y avait un gros banc ou un gros pool de ressources autour de 100 peut-être, qui étaient placés toujours dans les mêmes comptes quelque part à charger, les demandes de changement. Même chose pour peut-être CGI. Donc, il y avait CGI, Fujitsu qui avait une bonne armée de gens en géomatique. Oui. Après ça, tu avais des joueurs qui avaient des gros écosystèmes, que ce soit aérophoto, des avions, des cartographes et tout ça. Mais des gros joueurs géomatiques, il y avait Figis, on l'a abordé rapidement tantôt. Il y a peu de grosses compagnies. Moi, je considère qu'il y en a trop peu. C'est quasiment décevant. Alors que c'est beau d'être 80 après 27 ans, je te dirais que c'est aussi normal. Après 27 ans, tu es supposé maturer puis avoir un peu une culture de croissance organique parce que c'est quoi? C'est 3 employés, 0,25 par année. C'est digérable. Puis supposons, je t'amène un petit peu ailleurs, mais qu'est-ce qui manque au Québec? Ou en fait, qu'est-ce qui pourrait être des tendances qui feraient émerger ce genre d'entreprise-là? Si on... Des entreprises, parce que là, peut-être que je suis trop focusé géomatique, mais la spatialisation de la donnée, c'est un enjeu actuellement. Il y a quand même de la demande. C'est un enjeu, c'est fondamental. Tu sais, je fais rire mes amis avec la matrice, mais c'est vrai que c'est une matrice. T'es soit produit, soit service. T'es soit solution, donc un peu tout cuit dans le bec en voulant dire ça va être
agréable, voici les résultats. Ça va être agréable, voici une application, le fun. Donc, ça, c'est solution. Ou tu es mécanicien ou fournisseur de matériaux de construction. Moi, j'appelle ça des matériaux de construction. Si tu fais de la donnée, du raw data, c'est des matériaux de construction. Si tu fais des outils puis des logiciels, c'est des outils pour prendre des matériaux de construction pour faire des meubles. Donc, c'est un peu un stack de développement. Contenu, contenant, travail égale solution. Donc, c'est une matrice, tes data, à la limite, une matrice avec 3 colonnes. Est-ce que tu es data? Est-ce que tu es outil technologique ou tu es solution clé en main? C'est super important idéalement, de savoir le plus tôt possible pour savoir comment te comporter, dans quel show aller, mais surtout, plus important, à qui parler. Les gens en géomatique, je crois qu'on... Comment parler? Oui, comment parler, mais je crois que les gens en géomatique, on s'aime, on a du fun dans des shows en géomatique, mais tu remarqueras qu'on ne fait jamais d'argent dans des shows en géomatique, parce que c'est un congrès de moutons entre moutons. Il faut que tu sois le loup dans le congrès de moutons, mais il ne faut pas que tu sois le mouton dans le congrès de loup. Ça, c'est un autre histoire, mais tout ça pour dire que entre géomaticiens, on n'a pas besoin vraiment de soi parce qu'on a déjà inscrit, on a déjà les données de notre ville, on a déjà acheté un GPS chez Cancel ou chez PH. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Fait que c'est difficile de vendre des outils ou des matériaux de construction à tes pairs. Exact. C'est là où mentalement, tu dois faire un choix de choisir un vertical. Un vertical, ça peut être les assurances, les banques, le commerce de détail, le transport et la logistique, le e-commerce, puis être juste numérique, le géomarketing, mais pour la localisation de site. Puis après ça, il y a une autre matrice, B2B ou B2C. Est-ce que tu espères avoir du succès avec ton app iPhone pour le citoyen, donc ça prend des millions de téléchargements, ou tu vas t'en sortir avec une application B2B que tu vends quand même 19$ par mois pour quand même laisser un real estate guy prendre des photos. B2B puis B2C, c'est une autre matrice, oui ou non. Produit, data ou solution, oui ou non. Est-ce que tu y vas en service? Est-ce que tu y vas en solution? C'est assez complexe. Mais si tu veux faire de l'argent, tu dois choisir un vertical puis garder une horizontalité. Moi, je suis pour le T majuscule. Être fort horizontalement, c'est-à-dire en JS, être générique, mais plonger thématiquement dans quelque chose. Les Français appelleraient ça une application métier. Ouais. Donc, tu fais une application métier en espérant qu'elle a de la valeur et que tu la vendes cher. Mais si tu as de l'insuccès ou si tu as une opportunité incroyable avec une pétrolière, ton horizontalité va te permettre de replonger dans un autre vertical. Ouais, exact. Donc, et là, dans les grandes tendances qui se dessinent actuellement en géomatique, moi, j'annonce une prochaine déception autour de l'intelligence artificielle. Ouais. Parce que pour moi, c'est du popcorn rose. L'intelligence artificielle, c'est la cerise sur le sundae. Mais sur un sundae, il y a une coupe, il y a de la crème glacée, puis il y a de la crème fouettée, puis il y a une cerise. Souvent, les entreprises ont soit pas de coupe, puis la crème glacée à fond, soit une coupe, puis de la crème glacée, puis pas de crème fouettée. Puis l'intelligence artificielle, pour moi, c'est le summum de la maturité d'un client qui veut donner une volée à ses clients ou obtenir des réponses plus rapidement. Et en 27 ans d'expérience, j'ai vu très peu de clients forts en données qui maîtrisaient tous ces processus et qui méritaient de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut être en intrant ou en extrant. Moi, je crois à l'intelligence artificielle pour générer de la donnée géospatiale à partir d'imagerie, parce qu'il peut y avoir des automatismes de computer vision, puis de faire détecter les piscines, détecter les changements, détecter la forêt, Ça, je crois à ça, parce que c'est assez machinal. Puis à la limite, c'est de la télédétection, pratiquement. Exact, c'était déjà un peu là, ça va juste s'améliorer. Au lieu d'envoyer de l'ouvrage en Inde ou tu le fais avec l'intelligence artificielle. Là où je crois, moi, c'est l'intelligence artificielle en prédictif puis en prise de décision. Je te dirais attention au processus, tu ne le maîtrisais pas avant que ça devienne un buzzword, je te confirme que tu ne le maîtrises pas maintenant. Ouais. Ben, en effet, je pense que c'est quelque chose dont on parle régulièrement. Donc, le nombre de personnes qui vont te parler d'intelligence artificielle comme un buzzword, finalement, puis qui... moi, les gens qui m'ont le plus parlé d'intelligence artificielle, je pense que c'est des comptables. Puis... Ben, tu sais, les données alphanumériques, puis des transactions. Moi, j'utilise FreshBook, là, puis tu peux faire des règles, puis il finit par t'aider. Tout ça pour dire que c'est facile d'être intelligent avec du alphanumérique comptable ou très linéaire. Mm-hmm. Mais de la géomatique 2D, 3D avec du temporel qui est la 4D, puis plein d'affaires, l'intelligence artificielle, elle a des promesses, mais pas encore rendues selon moi.
Par contre, d'un point de vue marketing, ce serait clever et une bonne idée de faire semblant que tu en fais, ou de dire que tu en fais, ou en faire. Puis en discutant profondément avec ton client, tu vas voir que c'est pas ça qu'il a de besoin, que tu vas avoir eu ton rendez-vous quand même. Ouais. Ben, oui, mais en même temps, j'ai l'impression, qu'il y a beaucoup. Ben, ce qu'on parlait dans le premier podcast, c'est qu'on disait ce que tu appelais de la statistique il y a, C'est ça, en fait. 20 La ans. géostatistique, je me souviens que tu en as parlé d'emblée dans les années 90. Ouais. Faire de la géostat, de l'intelligence artificielle, dans ce domaine-là, c'est de la géostat. En quoi est-ce qu'elle arrive avec vraiment des nouveautés, des apports qui ont un grand potentiel d'automatisation, mais en soi, les modèles géostatistiques qui existent sont déjà capables d'appréhender certains éléments. Je veux quand même dire que je connais rien de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Je connais Sunday sans cerise. Ouais. Je suis convaincu qu'il n'y a pas une maturité numérique ou suffisamment numérique pour mériter tout le potentiel de l'intelligence artificielle, sauf si tu es bien conseillé, si tu fais des essais, des preuves de concept, puis tu vas y arriver. Il y a des très bonnes firmes, là, Videns d'ailleurs, fait bien les choses, ont des preuves, puis ont de l'expérience. Et je crois à l'intelligence artificielle, mais en géomatique, il y a tellement de travail à faire sur la base, qui est ne serait-ce que la visualisation, la qualité des données, ensuite la visualisation, parce qu'une simple visualisation cartographique, on l'a dit tantôt, mentalement, tu vois tes erreurs, tu vois tes tendances, tu vois tes corèmes. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire? Tu vois tes patterns. C'est que l'intelligence artificielle peut juste accélérer et améliorer ça, OK, mais ça, c'est pas encore maîtrisé globalement. Mais en fait, grosso modo, ce qu'on pourrait dire en termes d'intelligence artificielle en géomatique, c'est que moi, j'y vois, là, vous pourrez peut-être me corriger, mais trois aspects de l'intelligence artificielle en géomatique. Un, au niveau de l'acquisition. Oui. Donc, on acquiert une image, on identifie des assets, etc. Bon. Celle-là, j'y crois. Hein, je veux confirmer. Oui, c'est ça, exact. On the record, j'y crois. C'est exact. La deuxième que moi je vois, c'est tout ce qui est l'automatisation de justement de la visualisation cartographique. Donc, comment, tu sais, un peu, là je suis plus dans le monde du web, mais tu sais, un peu ce que Wix fait avec son CMS. C'est ça, exact, son CMS, où est-ce que sélectionne 4 sites web que t'aimes, puis on va te pondre un site web. Mais on peut arriver avec quelque chose dans ce sens-là, j'ai l'impression, en termes de géomatique, où est-ce que sélectionne les 5 cartes avec les trames de couleurs que tu apprécies, les visualisations, et on va te générer une visualisation. Apprendre à connaître tes utilisateurs. Oui, exact. Quand on regarde des plateformes comme ce qu'est-ce qu'il a développé, qui sont online, il y a quand même un tracking important qui se fait de leurs utilisateurs pour essayer d'améliorer. C'est une question d'améliorer l'expérience et d'amener une clientèle qui est de moins en moins initiée à ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui peuvent absolument rien comprendre aujourd'hui, peuvent sur quel bouton, puis après générer des produits de qualité. Mais on pourrait quasiment dire que l'intelligence artificielle a plusieurs définitions, plusieurs layers, plusieurs profondeurs de complexité, autant que la géomatique, hein, parce que c'est tout un univers, la géomatique. Donc, on ne peut pas généraliser, donc il faut faire attention à ce que j'ai dit sur l'intelligence artificielle, mais ce que je crois, c'est la maturité du marché et de la clientèle que je trouve qu'elle n'est pas nécessairement prête à digérer le plein de l'intelligence artificielle. Des entreprises innovantes comme vous ou d'autres, c'est plus eux qui vont arriver avec des offres sécurisantes qui disent utiliser l'intelligence artificielle puis qui vont mettre en confiance le client parce que il va y avoir beaucoup de débats sur l'éthique de la donnée, sur les biais introduits dans les calculs et la différenciation, qui fait que dès qu'il va y avoir une erreur, un problème, ou encore une fois un biais, c'est-à-dire toujours pencher vers ouvrir un commerce le bord du fleuve, toujours pencher vers engager une fille de Harvard, toujours pencher vers augmenter les prix quand il pleut. Là, tu vas dire, tu n'avais pas toutes les données pour te permettre ces automatismes-là, tu as introduit des biais, c'est faux. Donc, les clients vont vouloir dire, ouvre ta boîte noire, je vais être sûr que ta pensée est assez logique et défendable, parce qu'il y a de l'argent au bout de la ligne, puis il y a des cours, des procès au bout de la ligne. Tu dois expliquer ta démarche. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de travaux autour de l'éthique,
la transparence. Il va y avoir OpenAI à essayer d'expliquer cette logique-là. Il y a des groupes de recherche à l'Université Laval autour de l'éthique de l'usage des données géospatiales et tout ça. C'est que. D'ailleurs, on vient d'avoir un bel exemple là, de commission parlementaire qui parlait de l'éthique. Oui. Moi, au-delà de l'éthique, je dirais que quand il n'y a pas une adoption de masse de 87,9%, ça sert à rien. Ouais, moi, j'aurais pas eu grand débat. Là. J'ai lu un article sur Décryptage Géo de France, sur l'essai en France, puis l'inventeur a dit tant qu'il n'y aura pas 80% de la population qui l'utilise, nous ne pouvons pas garantir son efficacité. Moi, j'ai pas suivi le débat, j'ai pas lu plus que ça. Je le crois. C'est un numbers game, c'est une masse. Si t'as pas de l'adoption, ça marchera pas. Ça vient à ce qu'on disait lors du premier podcast, entre autres pour les applications de tracking. On est dans une optique où est-ce que on a soit le choix d'avoir une acceptation de masse, puis on va s'entendre, là, pour avoir une acceptation de masse, ça implique une obligation de masse. Deux choses. Soit une obligation de masse, soit une normalité de facto. Tu sais, c'est comme le shapefile. C'est pas un format OGC, mais c'est un format de facto. Hein, imposé par une communauté qui dit, ben Chris, on va utiliser ça. Mm-hmm. J'ai dit Chris, je m'excuse par rapport. Tout ça pour dire que si Google, Facebook, tel qu'il l'avait annoncé, avait dit non, Android et notre iPhone, on va l'inclure. Mm-hmm. Ça devient un OS feature capable, puis qu'on va être de bons gestionnaires de la donnée, puis on va éviter une épidémie. Là, le peuple avait dit, ben, si Google puis Apple le font, puis que le gouvernement n'a pas chialé, ça doit être bon. Là, je te jure qu'il aurait fait l'update la nuit où il aurait pris l'application. C'est que c'est soit une loi, bâton, ou c'est soit la petite carotte, c'est-à-dire les outils que t'aimes qui te l'offrent. Mais ça ne sera pas une start-up entre les deux, je te le jure. Non, puis en B2C, jamais. Puis d'autant plus que là, on arrive avec plusieurs fournisseurs d'applications. C'est Shopify, le Mila. Donc, toi, tu prends cette application-là, les autres prennent telle application. Dès que tu dilues, exact, ça diminue l'efficacité. Puis ça prenait une adoption de masse. C'est ça. Puis idéalement, l'arrêter sans débat éthique, pas parce que je veux que le citoyen soit clair puis se laisse tracer par Big Brother, mais si Google puis Facebook avaient mis en confiance le gouvernement en disant on a tout mis en place pour que ce soit à part, ben là, il y aurait une acceptation. Mais ça me tente même pas d'en parler parce qu'il y en a qui sont bien contents d'avoir travaillé sur ces débats-là puis sur toutes ces affaires-là. Puis moi, je trouve que c'est plus de la visibilité que des vrais débats sociaux et philosophiques. Là. Une chose qui me vient à l'esprit, là, j'ai pas encore 50 ans, mais j'ai les cheveux blancs, je suis rendu assez vieux, là, après 27 ans d'expérience. Puis ce que je veux te dire dans mes interventions, parce que je travaille avec les ministères, les villes, sur leur adoption, valorisation de la donnée, puis je travaille avec les entreprises en géomatique qui veulent avoir un message plus clair au marché, une approche au marché. On parlait de la matrice tantôt, solutions, produits, data, il y a plein d'aspects. Mais ce que je remarque plus je vieillis, là, c'est que c'est jamais un problème technologique. Puis c'est souvent, rarement un problème de données. C'est de la gouvernance. C'est des procédures. C'est de l'ouverture à essayer. C'est un patron qui dit oui. C'est un patron qui dit montre-moi une preuve de concept, t'as raison, continue. Il n'y a pas de mécanisme pour être laboratoire, pour être preuve de concept, pour essayer. C'est qu'il y a une cristallisation, si tu veux, dans les institutions actuellement qui les empêche d'innover, qui travaillent avec la bureaucratie, qui le jour où la solution va leur apparaître, elle va avoir 5 ou 6 ans de vieille. Quand on lit comme il faut le plan de stratégie de transformation numérique du gouvernement du Québec, il y a de l'espoir. T'sais, il parle de hackathon, d'innovation, d'essais, de transparence, d'open data. Il y a de l'espoir dans ces plans-là. Il faut que ça s'améliore. Mais tout ça pour dire que mes mandats actuellement, de moins en moins, je plonge, si tu veux, dans la techno ou le data. Je suis plus dans les affaires. Qui décide quoi? Quelle est la politique? Pourquoi pas? Faut vouloir, faut essayer. Puis, c'est le jour de la marmotte. Mais c'est intéressant ça parce que, tu vois, ça fait quand même 12 ans que je suis dans le domaine de la géomatique. Puis s'il y a une chose que je constate, c'est
mon Dieu, les géomaticiens, on ne sait pas se vendre parce que les gens ne savent pas ce qu'est la géomatique. 2, lorsqu'ils savent, ils pensent à un arpenteur géomètre ou à un cartographe. Et je pense que je vais taper sur ce clou-là tout et aussi longtemps que je vais avoir un podcast, mais un géomaticien, c'est quelqu'un qui t'aide à prendre de meilleures décisions grâce à l'information spatiale. Et ça, si on est capable de faire passer ce message-là, je pense qu'on vient d'améliorer la vision de la géomatique de tout le monde. Je suis un cas d'analogie ou de parabole, là. J'essaie, des fois c'est boiteux, mais il y a eu certains fondateurs de compagnies, que ce soit Carto ou Mapbox, qui sont d'excellentes compagnies, qui essaient de choquer en écrivant des blogs en disant le GIS est mort, vive le GIS, renouvelé. Puis non, le GIS n'est pas mort. Le problème, pour moi, c'est que le système d'information géographique comme MapInfo professionnel, ArcInfo, ArcGIS et tout ça, a encore sa raison d'être. La question, c'est que la géomatique s'est démocratisée, ou le géospatial s'est démocratisé. Puis je vais commencer mon analogie. C'est comme Photoshop. Okay? Photoshop, qui est un logiciel puissant d'édition de photos, il a encore sa place. Mais pour qui? Pour les gens de design, les gens dans des agences de publicité, au même titre qu'un géomaticien qui est capable de donner une volée aux données grâce à l'utilisation de plusieurs fonctions de son GIS, c'est la même affaire dans Photoshop. Mais Photoshop, il n'est pas installé sur ton iPhone quand tu veux éditer ta photo pour ton petit dogface quand tu fais un selfie. Tu vas plutôt dans Instagram, tu passes un filtre, puis whatever. C'est que finalement, c'est comme le monde de l'édition photographique qui s'est en transparence émissé dans nos vies. Donc, une photo par là, un montage par là, un fil par là, un crop par là. Dans le fond, c'est 1, 2, 3, 4, 8 fonctions de Photoshop, mais en Photoshop a encore sa place. Ce qui était ridicule, au même titre que les fonctionnaires au MTQ que j'ai formés dans les années 90, c'est comme s'il y avait tout Photoshop, puis ils ont tous suivi un cours de Photoshop, mais il n'y avait pas Photoshop. Il n'y avait pas toute MapInfo. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont tous dans l'intranet, à regarder des cartes web pour localiser leur point de service, leur CS ou leur DT, à voir en route, tronçon, section, chaînage où se trouve le poteau, où se trouve la haie. Donc, ils font de la géomatique, mais plus facile, plus légère, plus mince. Et la géomatique aura toujours sa place. Mais quand tu es amoureux de ton Photoshop et tu dis à ceux qui t'écoutent que c'est compliqué d'éditer de la photo, fais affaire à un professionnel, il ne se fera pas d'amis. Surtout si le gars il a vu qu'il y avait un filtre dans Instagram pour changer sa photo. C'est que Photoshop n'est pas le marteau pour tous les besoins, mais les géomaticiens doivent en être fiers puis trouver des façons d'être utiles aux différents métiers en fournissant des rapports PDF, des tableaux de bord en ligne, des cartes dynamiques en ligne. Mais c'est vrai que les géomaticiens se vendent mal. Ça, on va pouvoir en reparler à plusieurs reprises. C'est ça, ça va être ton bruit de fond ou ton thème de fond. Oui, tout à fait. Écoute, sur ces belles paroles, je pense qu'on va mettre fin au podcast qui doit avoir quelques minutes déjà. Donc, merci d'avoir été là. Et puis, merci à toi de nous avoir... Merci, longue vie au spot. Oui, on va espérer. Puis, on a plein d'autres beaux épisodes qui s'en viennent avec des belles personnalités du monde de la géomatique là, qui vont nous parler de... que ce soit d'intelligence artificielle, de scan lidar ou de tout ce qui entoure le monde de la technologie. Donc, merci bien, puis on se revoit dans le prochain épisode. Merci. Au revoir.